Donc là, je vais parler de dimorphisme sexuel du cerveau, mais surtout de est-ce que ça peut être une piste pour expliquer la prévalence masculine de l'autisme. Et vous verrez qu'on va toucher à des choses qui sont, en tout cas, peut-être un peu, sinon hérétiques, en tout cas, qui ont des connotations qui vont peut-être vous surprendre. Alors, d'abord, cette dia que je vous avais déjà montrée au début, donc c'est de nouveau les biais de sexe présentés de manière un peu différente pour les maladies neurologiques ou neuropsychiatriques. Je vous avais parlé du syndrome de Rett, qui est un cas, effectivement, de maladie monogénique un peu particulier, qui est présent uniquement chez les filles. Mais je vous avais dit que l'autisme, notamment, et qui était quelque chose où le biais de sexe était particulièrement important, 4 à 1. Ceci dit, on s'aperçoit de plus en plus que l'autisme, c'est un nom qui recouvre des choses très très différentes, à la fois du point de vue phénotypique et du point de vue génétique. Et disons, une première peut-être différence qui est évidente, c'est que vous avez des autismes avec, je dirais, déficit cognitif sévère associé, avec des retards mentaux. Et là, le biais de sexe n'est plus que de 2 à 1. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les autismes de haut niveau, type le syndrome d'Asperger, qui peut être des personnes qui sont complètement, si vous voulez, asociales, mais concentrées sur un aspect qui ne s'intéresse qu'à une seule chose de manière très très étroite. Et là, donc, c'est un syndrome Asperger. Le biais de sexe est de 6 à 1, donc beaucoup plus important. Donc, et ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est que, en tout cas, une des explications possibles du biais de sexe, c'est est-ce qu'il y a des mutations sur le chromosome X. On commence à trouver des mutations dans l'autisme, mais on n'en trouve pas spécialement beaucoup sur le chromosome X. Donc, l'aspect mutation forte causale sur le chromosome X n'explique que vraiment des chiffres-là d'autisme. Alors, donc, je vais... la question qui est effectivement quelquefois considérée comme non politiquement correcte, c'est est-ce qu'il y a des différences entre le cerveau féminin et le cerveau masculin, et notamment chez l'homme, parce qu'à la limite, chez la souris, on en est sûr, mais ça pose moins de problèmes politiques. Et pour vous indiquer que c'est quand même quelque chose qui est très, à l'heure actuelle, sujet de beaucoup d'investigations, cette compilation de 200 pages avec une vingtaine d'articles sur Sex Difference in the Human Brain, Their Underpinnings, donc les mécanismes et les implications. Donc ça, c'est quelque chose qui est paru en 2010, qu'on peut d'ailleurs trouver sur Internet. Et 2 exemples de colloques. L'un qui vient de se passer à Heidelberg, dans ce laboratoire européen très prestigieux, l'EMBO, The Difference Between the Sexes from Biology, avec le O femelle et le O masculin, From Biology to Behavior. Et pour ceux qui ont, je ne me rappelle plus si c'est 100 ou 150 euros à dépenser, il y a le 28 novembre un colloque organisé par la Fondation Ibsen. Vous trouvez les informations sur Internet. Origine multiple des différences sexuelles dans le cerveau, les fonctions neuroendocriniennes et leur pathologie. Et donc, comme j'ai dit, le 23, vous aurez toute une série de conférences qui touchent aux aspects de différences de sexe neurologiques, mais notamment sur les aspects plus fondamentaux. Catherine Dulac, dont je vous ai déjà parlé un peu en vous résumant un des articles qu'elle a publié très récemment dans Science. Catherine Dulac est une Française qui est partie faire un postdoc aux États-Unis chez Richard Axel
et qui est restée aux États-Unis, où elle est maintenant department head, donc chairperson de département à Harvard, donc un poste très prestigieux, qui est aussi Howard Hughes Investigator. Et je vous conseille d'ailleurs dans PLOS Genetics, il y a une interview très, très intéressante et très, très amusante de Catherine Dulac, qui a pour titre « Vive la différence » en français, quand même, dans une revue américaine. Et parce que, je dirais un peu par hasard, Catherine Dulac s'est intéressée depuis donc un certain nombre d'années au dimorphisme sexuel dans le cerveau. Et je trouve ce papier qui est paru dans Nature illustre en fait ce hasard de manière très, 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 très jolie. Donc, Catherine Dulac, qui est allée chez Richard Axel. Richard Axel, c'est quelqu'un qui a eu le prix Nobel pour avoir découvert les récepteurs, les récepteurs aux molécules odorantes, odorant receptor. Et donc Catherine Dulac avait travaillé chez lui, a participé à plusieurs travaux très très importants et a établi son labo aux États-Unis. Et il y a un système de détection d'odeur qui existe chez la souris et chez un certain nombre d'animaux, mais qui n'existe plus chez l'homme. Nous, on l'a perdu. Qui est un système qui dépend d'un organe qui s'appelle l'organe voméronasal, que nous avons perdu. Et cet organe voméronasal est spécifique de la détection des phéromones, et donc de pouvoir détecter les odeurs émises par l'autre sexe. D'accord ? Pour pouvoir avoir la reconnaissance sexuelle, de savoir avec qui il faut se reproduire pour pouvoir assurer sa descendance. Et Catherine Dulac avait montré que dans cet organe voméronasal, vous aviez un récepteur pour ces phéromones et vous avez un système de transduction du signal, parce qu'effectivement, vous détectez une odeur au niveau de cellules olfactives, mais ensuite il faut que ça soit interprété par le cerveau, donc il faut qu'il y ait une signalisation qui permette de signaler ensuite au cerveau, attends, voilà, on a eu telle odeur. Et elle avait trouvé qu'il y avait un gène qui s'appelait TRPC2, qui était exprimé spécifiquement dans cet organe voméronasal, et dont elle avait toute raison de penser qu'il était important pour la signalisation de la détection des phéromones par les récepteurs aux phéromones. Donc, qu'est-ce que fait un généticien qui travaille sur des modèles souris quand il veut regarder vraiment quel est l'effet d'un gène sur le phénotype? Il fait une souris knockout. Donc, Catherine Dulac fait une souris knockout pour ce gène TRPC2, qui code pour un canal ionique, qui est exprimé uniquement dans les neurones de l'organe voméronasal, et qui, comme elle dit, est essentiel pour la transduction. Et elle trouve que les souris mâles, effectivement, ne discriminent plus bien entre une femelle et un homme, et un mâle, pardon. Une femelle... Excusez-moi, mais ça, c'est freudien, là. Entre une femelle et un mâle. Mais ça, en plus, vous savez que les souris voient très mal. Hein, elles ont, et donc, effectivement, la discrimination sexuelle par l'odeur est très, très importante chez elles. Donc, si on n'est plus capable de détecter les phéromones, on ne sait plus trop qui est mâle, qui est femelle. Et l'autre chose, c'est que c'est des souris moins agressives. Vous savez que vous avez ce qu'on appelle le intruder mice. Si vous avez une souris mâle et que vous mettez dans sa cage une nouvelle souris mâle auquel elle n'est pas habituée, elle va se jeter sur... Il y a des comportements d'agression un peu sur le intruder mile. C'est des choses bien connues. Bon, c'était intéressant, mais ce n'était pas très surprenant. Et en fait, elle n'avait analysé au départ
que le phénotype des souris mâles. Alors ça, c'est un biais de sexe dans les laboratoires. C'est qu'en général, quand vous faites du phénotypage, notamment du phénotypage comportemental, souvent on n'analyse que les mâles et pas les femelles, parce qu'en fait, le comportement est plus variable chez les femelles, parce que ça dépend du cycle œstrogénique, etc. Donc c'est plus facile, vous avez besoin d'un plus petit nombre de souris pour analyser le comportement. Donc, elle avait analysé le comportement chez les mâles, c'était un peu ce à quoi on s'attendait, rien de très surprenant. Et puis, j'ai entendu faire une conférence, une fois, elle sera là le 23, Catherine Delac, où elle racontait qu'elle a une postdoc, je crois israélienne, Tali Kimchi, qui dit « Ah, mais moi, je veux analyser le phénotype chez les souris femelles. » Donc, analyse le phénotype chez les souris femelles. Et alors, elle trouve une différence absolument extraordinaire. Attendez, alors là, je vais essayer parce que je n'ai pas revu cette dia depuis longtemps, mais c'est intéressant. Donc, voilà, donc ça, c'est quand chez des souris femelles, selon qu'elles ont ce gène normal, qu'elles sont hétérozygotes ou qu'elles sont homozygotes pour l'inactivation de ce gène, et des souris mâles, selon qu'elles sont hétérozygotes ou qu'elles sont complètement délétées pour le... voilà. Et donc ça, c'est le fait, voilà, si vous présentez à une souris femelle ou mâle une souris soit femelle, soit mâle, quelle est la réponse, notamment animal mounting, c'est-à-dire est-ce que la souris qui est présente dans la cage va essayer d'agresser sexuellement la souris intruder. Et ce qui est absolument... attendez, alors là, vous voyez, je n'ai pas regardé ça depuis quelque temps. C'est donc, vous voyez, bon, la souris mâle, effectivement, donc n'essaye pas quand vous avez un male intruder. En fait, c'est ici qu'il faut que je regarde. C'est rouge, rose. Voilà, oui. Non, en fait, c'est ça. C'est que, en fait, les souris femelles qui sont inactivées, voilà, c'est ça. Vraiment, je suis. Ah non, c'est la réponse aux femelles et aux mâles. Voilà. C'est ça. C'est pas les femelles, c'est des réponses. Et en fait, ce que vous allez observer, c'est que voilà, c'est ça. C'est les souris femelles inactivées qui ne répondent quand on leur présente un mâle, elles n'essayent pas de lui sauter dessus, parce que, je veux dire, c'est les mâles qui sautent sur les femelles, c'est pas les femelles qui sautent sur les mâles. Quand vous inactivez le gène TRPC2, tout d'un coup, vous avez des souris femelles en furie qui sautent sur les mâles. Et alors, elle a des vidéos absolument extraordinaires où vous voyez ces souris femelles qui courent après le mâle, qui essayent de leur monter par-dessus, qui essayent d'avoir un rapport sexuel, si vous voulez, qui est évidemment impossible avec ce mâle. Et donc, vous transformez des femelles en souris qui ont un comportement sexuel mâle. Voilà, donc c'est absolument extraordinaire. Et donc, c'est pas, si vous voulez, dans l'autre sens, quand les souris mâles, bon, au principe, elles sont censées effectivement essayer de
de poursuivre des souris femelles, mais si elles ne reconnaissent pas, parce qu'elles ne sentent pas les phéromones que c'est des souris femelles, elles sont moins actives, ça c'est pas trop... Mais là, en fait, vous transformez le comportement de souris femelles, le comportement sexuel de souris femelles, en comportement sexuel de souris mâles, c'est-à-dire qu'elles poursuivent. Alors, il y a une dia, vous mettez une souris mâle dans la cage et vous avez ces femelles qui commencent à poursuivre ce mâle. Et comme disait Catherine Dulac, c'est un peu le fantasme des étudiants masculins à Harvard, n'est-ce pas, d'être poursuivis par 3 femelles en furie. Mais enfin bon. Et donc, voilà, c'est la réponse, c'est que donc ces femelles mutantes montrent des aspects. Il y a toute une série de tests comportementaux qui montrent que ces souris femelles, inactivées pour ce gène, ont un comportement sexuel et de courtship, le mounting, solicitation, anogenital olfactory investigation, emission of complex ultrasonic vocalization, qui sont celles normalement observées chez mâles, et d'autre part, elles montrent que ce phénotype est équivalent si on fait l'ablation chirurgicale de cet organe voméronasal. Donc, si vous voulez, l'ablation chirurgicale a le même effet que l'ablation du gène, parce que vous pourriez toujours penser peut-être que ce gène est actif dans un autre organe, dans le cerveau, etc., pas uniquement dans l'organe voméronasal. Donc, elle montre qu'en fait, c'est vraiment bien quelque chose qui dépend de l'organe voméronasal. Et donc, ce qu'elle suggère dans ce papier, parce qu'il y avait des hypothèses que ces comportements sexuels, au cours du développement du cerveau, vous avez un wiring, une organisation des circuits, si vous voulez, à l'intérieur du cerveau, qui fait que vous allez avoir ces comportements sexuels masculins, donc, qui sont établis au cours du développement, puisqu'ils sont précoces, et que, d'autre part, vous avez d'autres constructions des interactions neuronales qui font que vous avez ce comportement, en tout cas sexuel, féminin. Et donc, on pensait que c'était vraiment quelque chose de développemental. Et là, ce qu'elle montre, puisqu'il suffit d'avoir un gène qui est inactivé, qui est un gène impliqué dans une voie de signalisation, pour qu'on retombe sur l'autre comportement, qu'en fait, les deux possibilités existent même après le développement du cerveau, et simplement, il y a notamment l'organe voméronasal agit comme commutateur pour dire est-ce qu'on va aller vers le comportement sexuel féminin ou vers le comportement sexuel masculin, mais que ce n'est pas complètement inscrit, si vous voulez, dans le cerveau d'une manière où, si on a l'un, on n'a pas l'autre. Donc, si vous voulez, c'est un travail tout à fait... Voilà. Alors maintenant, est-ce que, donc, qu'est-ce qui peut établir la différence subtile, évidemment, mais entre le cerveau masculin et le cerveau féminin? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites, donc, dans des modèles souris ou des modèles de rats. C'est évidemment beaucoup plus difficile de faire ça chez l'homme, mais comme ce qui nous intéresse, en tout cas, c'est une chaire de génétique humaine, donc essayer d'expliquer des choses qui se passent chez l'homme, c'est comment est-ce qu'on peut aborder le rôle éventuel des androgènes au cours du développement du cerveau masculin. Et d'abord, on pourrait se dire, oui, les androgènes, c'est produit à partir de la puberté, à partir de 13 ans, 12-13 ans. Or, par exemple, l'autisme, si on parle de l'autisme, c'est présent dès que je veux dire que les gosses commencent à interagir socialement, à parler, etc., on s'aperçoit qu'un enfant est autiste. Donc on pourrait se dire, mais c'est bien avant qu'il y ait des androgènes. Or, il y a des androgènes avant
et de manière spécifique. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve qu'à deux périodes, donc ça c'est des données qui sont bien connues si vous voulez, mais dont à deux périodes au cours du développement du cerveau, le cerveau masculin, et beaucoup moins le cerveau féminin, est exposé aux androgènes. Pourquoi ? Parce que le testicule du fœtus ou le testicule du nouveau-né produit des androgènes pendant une fenêtre très spécifique du développement. Au cours du deuxième trimestre de grossesse, donc ça c'est les taux de testostérone produites dans le plasma, et donc ça c'est, puisque gestation c'est dans le plasma maternel, vous voyez qu'il y a un pic d'androgène qui est dû à l'activation du testicule fœtal, des cellules de Leydig fœtales, c'est réprimé, et les hormones peptidiques qui sont impliquées à la naissance vont faire un deuxième pic de synthèse d'androgènes par le testicule néonatal pendant les 2 premiers mois après la naissance. Donc, ça veut dire qu'à des périodes qui sont clés pour le développement du cerveau, le cerveau masculin et beaucoup moins le cerveau féminin, il y a un peu d'androgène chez la femme parce que la surrénale produit un peu d'androgène. Donc, si vous voulez, ce n'est pas du tout ou rien, mais c'est quand même en général des taux nettement plus faibles chez la femme, ou quand il y a un fœtus féminin. Et donc, après, il n'y a plus rien jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Et après, vous avez effectivement donc, évidemment, on connaît le rôle des testostérones à la puberté sur les comportements, mais là, on a quelque chose qui agit au cours du développement précoce. Alors, ceci est aussi observé donc, chez le rat, donc il y a des modèles de rats, et vous voyez la différence entre donc, la testostérone chez l'humain, donc pendant le deuxième trimestre de grossesse, après la naissance, la puberté, alors que les œstrogènes, si vous voulez, en fait, ne sont vraiment synthétisés qu'après la puberté, et en plus avec évidemment le cycle œstrogénique, et on a des choses similaires chez le rat, par exemple. Alors, comment agit la testostérone ? Alors là, il y a une très abondante littérature, mais de nouveau, pour des raisons évidentes, c'est une littérature qui est surtout sur des modèles de rongeurs, la souris et le rat, parce que c'est évidemment beaucoup plus difficile d'aller regarder, en tout cas par exemple au niveau du cerveau, quel est l'effet des androgènes. Donc, la testostérone, c'est une hormone donc stéroïde qui va rentrer dans la cellule. Et alors, dans la cellule, elle peut agir soit directement, alors ça c'est sur des récepteurs androgènes, mais notamment dans le cerveau de souris, il a été montré qu'il y a une activité d'une enzyme qui s'appelle l'aromatase, qui est très forte, et la testostérone peut être transformée en œstradiol, et cet œstradiol, par l'aromatase, agit au niveau du récepteur des œstrogènes. Et donc, il y avait de nombreux travaux qui suggéraient que le rôle de masculinisation chez les rongeurs et donc de comportement sexuel différentiel de la testostérone passait en fait par l'œstradiol et par le récepteur aux œstrogènes et pas directement par un effet des androgènes parce qu'il disait, ben voilà, la testostérone est transformée en œstradiol et c'est l'œstradiol qui active. Et donc il y a une importante littérature et
pour aller dans ce sens, il y avait des études de souris knockout pour l'aromatase, et il trouvait que ces souris aromatase négatives avaient une profonde diminution du comportement sexuel mâle ou du comportement d'agression mâle. Donc, disons, suggérant que, en fait, une bonne partie de l'effet de la testostérone, et donc ces études chez la rongeur, passerait en fait via l'aromatase par le récepteur des œstrogènes. Alors, en est-il de la même manière? Ah oui, et donc il y avait d'autre part des expériences qui montraient, par exemple, que vous avez des effets de la testostérone aussi quand même, directs peut-être, mais dans des systèmes de culture cellulaire, par exemple sur la différenciation de neurones, où vous sembliez avoir des effets directs de la testostérone. Mais il y avait un problème, est-ce que c'était vrai chez l'homme? Et là, on va passer, je pense, il y avait un problème chez l'homme, mais je vais y revenir. Je vous avais parlé du fait qu'il y a une maladie qui est, enfin une maladie, une anomalie génétique, disons, liée au chromosome X, qui est le déficit en récepteur d'androgène. Et quand vous avez un déficit de récepteurs aux androgènes, comme la testostérone ne peut plus agir sur les caractères sexuels secondaires, vous avez un phénotype féminin, et qui est indistinguable, en tout cas du point de vue extérieur, d'une femme normale. Si on fait une échographie, on va s'apercevoir qu'il y a une différence, mais si on ne fait pas d'échographie, c'est extérieurement des femmes normales. Mais comme elles ont des testicules intra-abdominales, elles synthétisent de la testostérone. Mais cette testostérone est inactive puisqu'il n'y a pas de récepteur aux androgènes. En tout cas, si la testostérone fonctionne par le récepteur aux androgènes, si elle fonctionne par le stradiol, elle pourrait quand même être active. Or, donc ça c'était, on savait que l'effet des androgènes pour les caractères sexuels secondaires, donc ça c'est bien admis. Qu'en est-il du comportement? Eh bien, le comportement de ces femmes phénotypiques avec 46XY, donc un complément chromosomique mâle, un testicule et de la testostérone, est un comportement féminin. Alors évidemment, on peut peut-être se dire, oui, mais c'est un comportement féminin, parce que comme elles ressemblent à des femmes, elles sont élevées culturellement comme des femmes. Donc si vous voulez, c'est toujours un peu délicat, mais enfin, il y a vraiment, elles ont un comportement tout à fait féminin. Alors, pour répondre à la question quand même, y compris chez les rongeurs, est-ce que vraiment toute la signalisation de la testostérone dans le développement du cerveau et dans les aspects de comportement est par le stradiol? Eh bien, il y a une équipe qui était d'ailleurs au Collège de France pendant plusieurs années, celle de François Tronche, qui est maintenant, je crois, à Jussieu. François Tronche participera aussi au colloque du 23 novembre, qui a, comme d'habitude, inactivé le gène du récepteur aux androgènes chez la souris, mais qui a fait ce qu'on appelle une inactivation conditionnelle pour vraiment voir les effets au niveau du cerveau indépendants d'effets qu'il pourrait y avoir sur la différenciation sexuelle secondaire. Il a donc ce qu'on appelle, on peut construire ça par ingénierie génétique sur les cellules souches de souris, c'est construire des souris qui ont un récepteur, un gène de récepteur modifié, et ce récepteur sera inactivé si on les croise avec des souris qui expriment une recombinase qui s'appelle la recombinase CRE et qui va à ce moment-là déléter le gène, inactiver le gène du récepteur aux androgènes. Et donc, de cette manière, on peut déléter dans une souris un gène, inactiver un gène, uniquement dans un organe donné. Et donc, ce qu'ils font, c'est inactiver le récepteur aux androgènes uniquement dans le cerveau de la souris.
Et c'est le titre du papier, je ne vais pas aller dans les détails, mais l'inactivation conditionnelle du récepteur des androgènes a des effets, effectivement, sur le comportement. Ils ont moins d'activité sexuelle et de comportement agressif, malgré qu'ils aient des niveaux élevés de testostérone. Donc, ça montre qu'en tout cas, une partie, quand même, de l'effet de la testostérone sur ces comportements et passe bien par le récepteur des androgènes et ne passe pas tout par l'aromatase. Et donc là, il y a, je cite ce papier, cette revue, où il discute ce problème, effectivement, sur toute cette littérature qui dit quand même une bonne partie de l'action de la testostérone sur le développement du cerveau passe par l'aromatase et le récepteur aux oestrogènes. Est-ce que c'est vrai chez l'homme? Et il donne des arguments. Alors, dire que bon, chez les rongeurs, effectivement, il y a certainement un effet à la fois par le récepteur des androgènes, comme je l'ai montré les travaux de Tronche, mais aussi un effet par l'aromatase et le récepteur des oestrogènes. Mais donc, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont, ils rapportent par exemple cet article, c'est que si on analyse sur toute une série de caractères psychologiques et comportementaux des femmes, disons, avec ce sexe masculin chromosomique et gonadique, mais sans expression du récepteur androgène, ils disent, et que sur, par exemple, ici, 22 femmes comme ça, ils ne trouvent aucune différence entre les réponses de ces femmes chromosomiquement et gonadiquement hommes que de femmes normales. Donc, d'autres articles sur la communication verbale, vous savez que les femmes sont toujours mieux que les hommes pour la communication verbale, enfin en tout cas c'est statistiquement montré. Là aussi, les femmes avec ce syndrome d'insensibilité aux androgènes sont indistinguables de femmes normales. Et alors, une possibilité pourquoi les souris et les rats ne sont pas la même chose que les hommes, c'est qu'il y a une protéine qui s'appelle l'alpha-fetoprotéine, et donc comme son nom l'indique, qui est produite par le foie pendant la période fœtale. Et chez la souris et le rat, cette protéine lie fortement les oestrogènes et empêche les oestrogènes d'arriver dans le cerveau et d'avoir un effet dans le cerveau. Donc, si vous voulez, chez les rongeurs, la seule manière, parce que des oestrogènes, quand même, pendant la grossesse, le fœtus devrait être inondé par les oestrogènes maternels, d'accord ? Or, donc, ce qu'ils disent ici, c'est que chez le rongeur, comme il y a cette alpha-fetoprotéine qui lie fortement les oestrogènes, ça empêche ces oestrogènes maternels d'agir sur les cellules du cerveau fœtal et de le masculiniser. Parce que sinon, hein, si on disait que les androgènes agissent par les oestrogènes, on se demande mais comment ça se fait-il que les oestrogènes maternels n'ont pas le même effet. Mais chez l'homme, il semble que cette alpha-fetoprotéine a une affinité beaucoup moindre pour l'œstrogène, et donc ce mécanisme ne peut pas rendre compte, enfin, on
on se dirait que les œstrogènes devraient pouvoir masculiniser le cerveau, même de fœtus-filles, puisque ça serait les œstrogènes maternels. D'autre part, je vous avais dit que des mutants souris aromatase ont des anomalies de comportement. Les mutants humains aromatase existent, mais c'est extrêmement rarissime. Mais il semble que des mâles humains avec des inactivations de l'aromatase se présentent comme des mâles normaux du point de vue comportement. Donc, si vous voulez, il semble que toute cette littérature basée sur la souris et le rat n'est quand même pas directement transposable à l'homme. Et d'autre part, donc ça c'est juste un article récent, c'est que je vous avais parlé de ces études de GWAS, Genome Wide Association Study, où récemment, qui sont faites maintenant pour des tas de maladies, de variations biologiques, etc. Il y a récemment un papier qui est paru en octobre 2011, donc vous voyez, c'est tout récent, qui a fait une étude sur des gènes qui pourraient contrôler le taux de testostérone chez l'homme, et ils ont trouvé notamment 2 locus, dont un sur le chromosomique et un autosomique, qui sont associés avec des différences de concentration de testostérone. Donc là, dire, voilà, si la testostérone a un effet, tout le monde n'a pas effectivement les mêmes taux de testostérone, en partie pour des aspects effectivement donc génétiquement déterminés, et ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce que ça donne. Mais si je reviens sur ces dias que j'ai déjà montrés, est-ce qu'il y a que la testostérone qui différencie précocement les mâles? Après, si vous voulez, il y a des tas de différences. Vous avez des différences de caractère sexuel, et vous avez tout ce qui est induit par la testostérone ou les oestrogènes, etc. Mais je vais parler de ce qui, à court, je dirais, tôt au cours du développement. Vous avez, je vous rappelle, donc, cette histoire des SRY, j'ai perdu, voilà, les SRY, et puis l'hormone antimullérienne. Est-ce que SRY n'a qu'un effet sur la différenciation du testicule? Est-ce que l'hormone antimullérienne n'a d'effet que sur la régression des canaux de Muller? Eh bien, quelques papiers pour suggérer qu'ils ont peut-être d'autres effets. C'est que, d'une part, dans ce papier, c'est Éric Villain, qui est je crois un Français qui est installé aussi depuis longtemps en Californie, qui travaille beaucoup sur les dimorphismes sexuels, à la fois dans les modèles souris, mais aussi dans les modèles en culture, etc., qui a montré, en fait, que le gène SRY était, en tout cas chez les rongeurs, était exprimé en fait dans certains neurones, notamment les neurones dopaminergiques de la substance noire, substantia nigra, et dans des modèles de culture de cellules, il montre que SRY, là-dedans, régule un gène qui est très important, la tyrosine hydroxylase, qui est un gène qui est impliqué dans le métabolisme de la dopamine. C'est lui qui permet de produire de la dopamine. C'est un gène très, très important. Et donc, ce qu'il dit, c'est que le SRY a un rôle là-dedans de régulation dans les neurones dopaminergiques d'un gène qui est très important du point de vue fonctionnel pour de tels neurones, donc suggérant un effet de SRY au niveau neuronal. Et un autre article de 2009 qui montre que SRY pourrait aussi réguler un autre gène qui est important dans les métabolismes des catécholamines, donc comme
la dopamine, etc., qui est le gène, la monoamine oxydase A. La monoamine oxydase est l'enzyme qui inactive par oxydation les catécholamines, telles que la sérotonine, au lieu de la sérotonine, pardon. Et donc, il montre effectivement par des études qui sont surtout en cellules et in vitro que le gène MAOA peut être régulé par le gène SRY dans des cellules de neuroblastomes, etc. Donc, suggérant que SRY pourrait avoir des fonctions dans le cerveau. De la même manière, quelques papiers suggèrent que l'hormone antimullérienne et les récepteurs de l'hormone antimullérienne, parce que pour l'hormone antimullérienne, c'est un peptide, pour qu'elle puisse agir sur des cellules, il faut que ces cellules expriment le récepteur. Or, il se trouve que l'hormone antimullérienne et ses récepteurs sont exprimés par certains neurones, et que, par exemple, des études là aussi en culture montrent que l'hormone antimullérienne pourrait agir comme un facteur de survie in vitro des motoneurones, et aussi d'autres sur des effets dans des souris knock-out, soit pour l'hormone antimullérienne, soit pour le récepteur d'hormone antimullérienne, où vous avez des différences neurologiques, notamment touchant les motoneurones et des aspects de comportement, et donc qui conclut que cette hormone antimullérienne pourrait être un régulateur et subtil de biais de sexe dans le système nerveux. Donc vous voyez, on a encore là d'autres acteurs possibles. Oula, je vois que... Alors, je vais aller maintenant, il me reste à peu près quand même une vingtaine de minutes, même un peu plus. Donc, la prédominance masculine dans l'autisme, est-ce qu'il pourrait y avoir un rôle de cette exposition fœtale et néonatale à la testostérone? Alors là, il y a pas mal de papiers là-dessus. Ce qui je dirais, me gêne un petit peu, c'est que ces papiers viennent quasiment exclusivement d'une seule équipe anglaise, mais qui est dans une université prestigieuse à Cambridge. Ceci dit, Simon Baron-Cohen, qui a proposé cette théorie de l'influence de la testostérone, d'exposition fœtale à la testostérone dans l'autisme, et dans la différenciation sexuelle comportementale chez l'homme, va venir non pas au colloque du 23 novembre, mais à celui organisé par la Fondation Ibsen du 28. Donc je vais en parler. Alors d'abord quand même juste un petit rappel sur l'autisme. Donc vous savez, l'autisme est défini à la fois par un fait que vous avez une communication sociale réduite, une interaction sociale, un intérêt pour l'autre qui est réduit, et donc d'autre part, c'est des personnes qui sont souvent engagées dans des activités très répétitives, avec un intérêt focalisé sur un petit nombre de choses, qui ne veulent pas le changement et qui aiment bien faire des choses de manière répétitive, faire tout le temps la même chose. Alors, juste la génétique de l'autisme, là, c'est un des cas où les études par GWAS, donc Genome Wide Association Study, qui ont été faites, et là, c'est juste pour un peu, pour vous montrer qu'elles ont été faites, et par exemple, un des derniers papiers de GWAS de l'autisme, vous voyez le nombre d'auteurs qui est quand même impressionnant, parce que ces études, il faut avoir beaucoup de malades, donc il faut les récupérer dans différentes cohortes, donc énormément d'auteurs pour en fait ne pas trouver grand-chose. Voilà, et ça c'est la troisième étude de ce type, et dans ce papier de revue très, très récent, 2011, ils disent, voilà, il y a eu 3 études de Genome Wide Association Study pour l'autisme.
chacune a proposé un ou deux locus qui pourraient être impliqués, sauf que ces locus sont différents d'une étude à l'autre, et que quand on reprend tout ensemble, il ne reste plus grand-chose. Evaluation of this study suggests that combination of their data would diminish evidence for all of these loci, making none of them significant. Donc ça veut dire que, disons, comme ça, on n'a rien trouvé. Alors, les genome-wide association, ça ne peut répondre qu'à une question, c'est est-ce qu'il y a des variants fréquents dans la population et qui ont un effet sur le phénotype en question. Et donc, ce qu'on peut se dire, c'est que ce type d'étude négative permet de conclure que des variants fréquents dans la population n'ont pas un effet majeur sur l'autisme. Voilà. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas d'effet du tout, parce que ce que vous disent les gens, c'est qu'on a fait ça sur 2000 autistes. Si on avait fait quelque chose sur 20 000, on aurait trouvé. Mais s'il faut avoir 20 000 pour trouver, ça veut dire que l'effet est faible. Ça ne veut pas dire qu'il est inexistant, ça veut dire qu'il est faible. Par contre, les données d'études de ce qu'on appelle les copy number variants et très récemment les études de séquençage systématique de tous les gènes, donc par exome sequencing, montrent qu'il y a une proportion assez importante d'autisme. Enfin, au niveau vraiment séquençage, c'est des études débutantes. Ici, ça n'a été fait que sur 20 autistes. Un excès de mutations de novo, et notamment de mutations de novo dans des gènes qui touchent au fonctionnement synaptique, etc. Donc, si vous voulez, de suggérer que, en tout cas, une certaine proportion de cas d'autisme pourrait être due à des événements génétiques rares, survenant souvent de novo, et touchant peut-être un grand nombre de gènes différents, expliquant pourquoi, à ce moment-là, on ne trouverait rien par les études de GWAS. Donc ça, c'est juste... Alors, M. Baron-Cohen, il y a quelques années déjà, c'est à partir il a même publié un livre grand public chez Penguin Book, La différence essentielle, homme, femme et l'extreme mild brain. Et donc, sa théorie, c'est dire que l'autisme, il y a un défaut d'empathie. L'empathie, c'est de s'intéresser à l'autre, de comprendre ce que l'autre ressent et de s'y intéresser, de réagir à ce que l'autre ressent. Si l'autre vous sourit, vous souriez. Si l'autre a l'air triste, vous voyez qu'il a l'air triste, vous allez changer votre comportement parce qu'il a l'air triste. Donc l'empathie, c'est de comprendre ce que l'autre ressent. Et l'enfant autiste, effectivement, c'est une des choses, c'est qu'il ne s'intéresse pas à l'autre, et donc s'il ne s'intéresse pas, c'est qu'il ne comprend pas. Et d'autre part, un excès de systématisation, c'est-à-dire de faire tout le temps, vouloir faire tout le temps la même chose, de le faire d'une manière très très reproductible, faire tout le temps de la même manière, la même chose. Et donc, vous savez, vous avez des tests psychologiques qui vont tester ceci. Et Baron-Cohen a développé des tests, notamment par exemple de reconnaissance. On vous montre des photos. Est-ce que cette personne sourit? Est-ce qu'elle est triste? Est-ce qu'elle est gaie? Est-ce qu'elle est mécontente? Elle est en colère? Etc. Et puis vous devez essayer de savoir qu'est-ce que vous dit la photo. Donc ça, c'est la partie empathie. Il a des tests aussi pour essayer de voir la systématisation. Et ce qu'il dit, c'est que les femmes ont plus d'empathie et les hommes ont plus de systématisation, et que le cerveau autistique, c'est un cerveau mâle extrême. Et que s'il y a plus d'autisme chez les mâles, c'est que les mâles, ils sont déjà plus près de l'autisme. Alors, ça fera peut-être plaisir à certaines personnes dans la salle de se dire que elles ont déjà observé ça.
Et donc il y a toute une série de papiers. Si vous faites sur PubMed, Baron Cohen et autisme, il y a 190 papiers qu'il a publiés. Donc, il a publié beaucoup de choses. Et donc, par exemple, ça, c'est une courbe où il regarde. Donc, si vous voulez, il a développé des tests psychologiques qu'on peut donner soit à des personnes autistes de haut niveau, hein, parce qu'un autiste qui a un retard mental, c'est plus difficile de lui faire effectivement des tests, mais des tests qui permettent de définir ce qu'il appelle le coefficient d'empathie, ou d'autres tests qu'il appelle le systemizing coefficient. Et si vous voulez, il a normalisé ces tests pour qu'en principe, on doit avoir, dans la population normale, en moyenne, un même score d'empathie et un même score de systématisation. D'accord ? Et maintenant, il regarde, en faisant ça chez des personnes, ces tests, est-ce qu'il y a des personnes qui ont plus d'empathie et moins de systématisation, ou plus de systématisation et d'empathie? Donc, il regarde la différence dans les scores. Donc, si vous voulez, comme ils sont normalisés pour être qu'il n'y ait pas de différence, vous voyez que ça, c'est les contrôles, les femmes contrôlent, les hommes contrôlent, et ça, c'est des autistes de haut niveau. Vous voyez que les femmes vont être plutôt dépassées vers la gauche, qui suggère qu'elles sont plus souvent plus d'empathie que de systématisation, et les hommes déplacés vers la droite, plus de systématisation que d'empathie, et les autistes très sur la droite. Et donc vous voyez qu'avec ce type de choses, vous avez un recouvrement entre les différences chez certains hommes de la population normale et avec certains des autistes. Vous voyez, les courbes sont relativement différentes, mais enfin, vous avez... Donc ça, c'est la théorie de l'extreme mild brain. Donc voilà, la systématisation, c'est de faire, voilà, tel jour j'ai fait ça, j'ai des listes, des trucs, j'ai dépensé tant, etc. Et voilà, c'est par exemple, si vous voulez, son coefficient de systématisation, tel qu'il l'a décrit donc en 2003, il trouve que chez les femmes contrôle, c'est 24 plus ou moins, ça c'est la déviation standard. Les hommes, c'est 30 plus ou moins la déviation standard. Et syndrome d'Asperger, c'est 36 avec une déviation standard plus forte puisqu'il y a moins de patients. Donc voilà, c'est d'être masculin, on est déjà, dans sa théorie, on commence à être un peu autiste. Ça, c'est une autre... voilà, donc ça, c'est le SQ, c'est le score de systématisation. EQ, c'est le score d'empathie. Et vous regardez les mâles. Les mâles, ils sont plutôt par là. Les femmes, elles sont plutôt par là. Et par exemple, vous avez des femmes qui sont dans l'empathie extrême. Par contre, vous avez des hommes qui sont dans la systématisation extrême. Et quand vous regardez avec ce même type de test les autistes Asperger de haut niveau, eux, ils sont plutôt effectivement dans la systématisation et le peu d'empathie. Donc, si vous voulez, il a fait un article récent dans PLOS Biology. Et PLOS Biology, c'est quelque chose qui est disponible gratuitement, même si vous n'êtes pas connecté à une université, etc. C'est quelque chose que vous avez accès gratuitement à cet article, qui est assez compliqué, hein, mais enfin qui est intéressant. Et il donne, si vous voulez, toute une série de mesures psychologiques où, à chaque fois, les autistes sont plus proches des hommes que des femmes, et avec toute une série de références. Alors, comme j'ai dit, le problème que j'ai avec ce travail, c'est que
la quasi-totalité des références proviennent du groupe de... Pas toutes, mais quasiment toutes proviennent du groupe de Baron Cohen. Donc c'est vrai que j'aimerais qu'il y ait des gens... Mais voilà, donc ça c'est... je passerai là. Et maintenant, je vais aller... donc ça c'est la théorie de l'extrême male brain. Mais pourquoi est-ce que les hommes ont un male brain? Et donc, Baron Cohen a développé, mais parle aussi d'autres papiers dans cette revue, des études pour essayer de voir quel est le rôle de la testostérone fœtale sur le développement du cerveau et le comportement. Et comment est-ce qu'il a fait? Vous savez que, évidemment, en Angleterre, comme partout ailleurs, enfin en tout cas dans les pays, on fait assez souvent des amniosynthèses pour, par exemple, les femmes en France, c'est plus de 38 ans, en Angleterre, c'est plutôt 35, pour essayer de dépister la trisomie 21 et d'autres anomalies chromosomiques. Mais évidemment, on fait les amniosynthèses sur beaucoup plus de femmes que celles qui ont finalement des trisomies 21. Et ce qu'il a fait, c'est une étude qui a débuté il y a longtemps, c'est de faire le dosage, dans ces prélèvements de liquide amniotique, faire le dosage de la testostérone, pour avoir une idée de quelle est la quantité de testostérone auquel le fœtus a pu être impliqué. Donc il a des mesures de testostérone fœtale, et il a suivi une cohorte des enfants qui sont nés après, et il fait faire des tests à ces enfants, et il essaye de corréler ce qu'il trouve avec les taux de testostérone fœtale. Alors, donc ça, c'est, comme il dit, quels sont les arguments en faveur d'un rôle des stéroïdes sexuels dans l'autisme. Donc, ça, c'est toute une série d'expériences qui sont faites sur l'effet de la testostérone fœtale telle qu'elle est mesurée, comme je vous l'avais dit, chez des enfants normaux, parce qu'après, ce qu'ils regardent, ce n'est pas les trisomiques 21, les quelques trisomiques 21, c'est les enfants normaux qui sont nés après amniosynthèse, et simplement en fonction de la testostérone. Mais d'autre part, il y a toute une série d'articles, soit de lui, soit d'autres, qui ont essayé de regarder à des différences génétiques, des différences de testostérone sur des patients avec ASC, c'est Autisme Spectrum Disorder ou ASD, donc chez des patients avec autisme. Donc là, vous avez toute une série, par exemple, là, c'est presque la référence 182, vous voyez beaucoup de références dans cet article, que les taux de testostérone sont plus élevés chez les patients avec autisme, que vous avez dans des études d'association, vous auriez des effets sur des gènes. Alors, moi, je ne suis pas très convaincu par ces études-là, sur des gènes qui sont impliqués dans le métabolisme des stéroïdes, etc. Donc, voilà, il y a un certain nombre d'arguments. Alors, on va explorer un ou deux papiers, notamment, par exemple, ce papier, parce que je pense que c'est intéressant, en tout cas du point de vue méthodologique, où il regarde l'effet de la testostérone fœtale sur des traits autistiques dans des enfants normaux de 18 à 24 mois. Alors, ce n'est pas évident de faire ça. Hein. Et en fait, c'est de nouveau, ils ont ce qu'ils appellent une Quantitative Checklist for Autism in Toddlers. C'est au départ, si vous voulez, le diagnostic d'autisme est fait le plus souvent avec ce qu'on appelle des checklists, des listes de questions, dire, voilà, est-ce que cet enfant fait telle ou telle chose? Oui, non. S'il ne le fait pas alors qu'il devrait le faire, ça donne un point en faveur de l'autisme. Et puis, vous avez toute une série de choses que soit le neuropédiatre, soit les parents peuvent remplir sur le comportement de l'enfant.
Et c'est des échelles qui disent, bon, ben, à partir de 20 points, il est autiste, etc. Donc c'est un peu comme ça. Donc, ils ont modifié, si vous voulez, une checklist comme ça, qui avait été faite pour détecter l'autisme chez des enfants de cet âge, pour pouvoir l'adapter, en tout cas, à des enfants normaux. Et alors, c'est une checklist où il y a 25 items. C'est les parents qui le remplissent. Et ça mesure, par exemple, des choses telles que l'attention réciproque, c'est-à-dire est-ce qu'il va suivre le regard de sa mère? Est-ce que si on lui pointe le doigt, ça l'intéresse, il le suit? Est-ce qu'il, dans le jeu, est-ce qu'il joue à se comporter comme quelqu'un d'autre? Par exemple, pretend play, le développement du langage, les comportements répétitifs, la communication sociale. Et donc, tout ça, c'est mesuré. Et il mesure, d'autre part, les taux de testostérone fœtal et ensuite la corrélation entre ces taux et les scores qui ont été obtenus dans cette quantitative checklist. Et donc, plus votre score est élevé, plus le comportement du bébé ou du bébé est orienté vers l'autisme, disons. Ils ne sont pas autistes, mais disons, voilà. Alors, d'abord, ce que vous voyez, testostérone fœtal. Si on regarde des petites filles et on regarde quel était le niveau de testostérone fœtal, en moyenne de 0,34, alors que chez les garçons, en moyenne de 0,82. Donc, vous voyez, ça c'est ce que je vous avais dit, les taux de testostérone fœtal sont plus importants quand le fœtus est masculin que quand il est féminin. Donc, première chose. Et ensuite, vous avez le coefficient de corrélation avec le Q-chat, avec ce score d'autisme. Et vous voyez que chez les filles ou chez les garçons, le coefficient est positif, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation positive. Elle n'est pas énorme, mais statistiquement significative, c'est la petite astérisque. Et là, c'est la différence dans le Q-chat score. Vous voyez que chez les filles, le Q-chat score est de 25 plus ou moins 6. Chez les garçons, de 28 plus ou moins 7. Donc, ce n'est pas une différence énorme. Avec l'intervalle de déviation standard, ça montre qu'en fait, il y a beaucoup de recouvrement entre filles et garçons. Mais, disons, en moyenne, c'est un peu plus fort chez les garçons que chez les filles. Et vous avez ici cette courbe de corrélation où vous voyez, avec une très très grande dispersion des points, en fonction de la testostérone. Alors d'abord, les filles en rouge sont surtout par là, puisque les taux de testostérone fœtale sont plus bas. Les garçons sont plutôt par là. Mais il y a une corrélation, mais elle n'est pas très bonne, parce que vous voyez la dispersion des points. Donc vous n'allez pas pouvoir, par exemple, mesurer la testostérone fœtale et puis dire, tiens, c'est... là, c'est, je crois, d'un autre papier de testostérone où il fait sur des enfants plus âgés, je crois, le test d'empathie. Donc ça, c'est, on leur montre des photos et on essaye de savoir qu'est-ce que pense la personne dont vous avez la photo. Là aussi, vous voyez que les filles ont en général des tests d'empathie plus grandes que les garçons et qu'il y a de nouveau une corrélation qui n'est pas énorme, mais semble-t-il significative, entre le niveau de testostérone fœtal et ce coefficient d'empathie. Alors, un autre article, mais où l'inévitable Simon Baron-Cohen est co-auteur, mais bien que ce soit un article
qui est en partie fait à Utrecht, etc. J'ai bientôt terminé. Vous avez, semble-t-il, et là je dois dire que je n'ai pas eu le temps de faire une bibliographie critique pour savoir est-ce que c'est aussi solide qu'ils le disent. Il y a, semble-t-il, un trait qui est très facile à déterminer et qui serait en partie influencé par le taux de testostérone fœtal, c'est le second to fourth digit ratio. C'est quoi? C'est la longueur de votre index par rapport à l'annulaire. Il semble que quand vous avez beaucoup de testostérone, notamment au niveau fœtal, pendant la période de développement, l'annulaire est plutôt plus grand que l'index, et que quand il y a peu de testostérone, alors vous mesurez ça, apparemment il suffit de faire une photocopie. Dans ce papier, j'ai regardé comment est-ce qu'on mesurait. Vous faites simplement, vous mettez votre main sur une photocopieuse, et vous mesurez la distance entre le crease, là, la première articulation, et le bout, etc. Et là, ce qui montre, c'est un test où on va administrer à des femmes volontaires, contrôle, de la testostérone. On va mesurer leur coefficient d'empathie sur de nouveau ces tests. Et en même temps, on mesure leur ratio index sur annulaire. Et la conclusion de ce papier, qui est paru quand même dans PNAS, qui est une revue Proceedings National Academy of Science, qui est une revue très sérieuse en général, c'est que quand vous donnez de la testostérone, donc ces 16 jeunes femmes, il y a une diminution de leur score d'empathie, mais que ceci est surtout vrai chez celles qui ont un ratio index annulaire qui est en faveur d'une exposition à la testostérone fœtale. Et donc, ils en concluent que les effets de la testostérone sur la régulation, si vous voulez, de l'empathie sont préprogrammés en partie, il y a des effets, mais qu'ils dépendent aussi de l'action de cette hormone en prénatal. Donc là, je crois que je vais aller assez rapidement, parce que je vais vous montrer juste pour vous faire sourire à la fin de ce cours. Mais ça, c'est le genre de choses. Donc, on mesure l'empathie chez les femmes. Si on leur donne du placebo, vous voyez, elles ont un score en moyenne de 80. Si vous leur donnez de la testostérone, le score a baissé à 75 et apparemment c'est significatif à 0,013. Et quand vous regardez l'effet différentiel, c'est-à-dire est-ce que l'empathie a baissé ou ça dépend de ce 2D, 4D digit ratio. Vous voyez, il y a un coefficient de corrélation sur l'effet de l'administration de la testostérone, l'effet différentiel. Est-ce que ça augmente ou ça diminue l'empathie? Vous voyez que la plupart du temps, ça diminue l'empathie. Vous avez 2 ou 3 où ça a eu un effet inverse. Et c'est lié au 2D, 4D ratio. Et d'ailleurs, s'ils divisent de manière entre filles qui ont un low 2D to 4D, ça c'est plutôt celles qui auraient été soumises à beaucoup de testostérone en fœtal, et les high D, et regardez, est-ce qu'il y a une différence de l'administration de testostérone sur l'empathie? Vous voyez que la différence est chez les femmes qui auraient un low 2D to 4D ratio, et que celles qui ont un high 2D to 4D ratio, la testostérone ne leur fait ni chaud ni froid. Donc, conclusion, si effectivement, en tout cas, la testostérone, elle est produite à une période qui est critique pour le développement du cerveau, ça serait tout à fait intéressant, mais difficile, de savoir quels sont les gènes qui sont régulés par les androgènes dans le cerveau en développement, et même
dans quel territoire, dans quelle sous-partie du cerveau ils sont. Et alors, juste pour vous amuser, donc ça, je vous ai déjà montré, il y a un monsieur assez curieux, mais qui est dans le département de physiologie, développement neuroscience de l'Université of Cambridge, mais aussi dans le Business School de l'Université de Cambridge, monsieur John Coates. Et monsieur John Coates, avant d'être dans l'Institut de neurosciences et business à Cambridge, était trader d'abord chez Goldman Sachs. Alors ça, il ne le met plus maintenant sur son CV. Hein. J'ai récemment vu un CV. Il ne met plus Goldman Sachs sur son CV, mais après, il était trader chez Deutsche Bank. Ça, c'est un tout petit peu plus... voilà. Et il s'est dit... d'abord, les traders, alors si c'est quelque chose qui est spécifiquement masculin, il y a très très peu de femmes traders. Alors, est-ce que c'est culturel ou est-ce que c'est autre chose? Et je ne sais pas, il a eu l'idée de se dire, est-ce que la testostérone influe sur les performances des traders? Et ça, c'est un papier publié dans PNAS quand même, hein, de 2008, sur 17 traders, et il les a suivis pendant une semaine, et mesurer leur taux de testostérone. Alors, salivaire, hein, apparemment, il y a de la testostérone dans la salive, donc on peut mesurer le taux de testostérone comme, au lieu, pour ne pas leur faire une prise de sang tous les matins. Et il a montré, dans cet article, enfin, il dit qu'il a montré, que le taux de testostérone le matin chez un trader est assez prédictif de est-ce qu'il va gagner de l'argent ce jour-là. Par contre, le taux de cortisol, vous savez, le cortisol et le corticoïde, c'est l'hormone du stress. Hein. C'est que le jour où les marchés sont très volatiles, ces pauvres traders ont des taux de cortisol élevés. Donc, dans un marché volatile, vous êtes plus stressé que dans un marché, etc. Et donc, our result suggests that higher testosterone may contribute to economic return whether cortisol is increased by risk. Et ce qu'il suggère, c'est que si, bon, ça c'est sur une semaine, si ces steroid level we observed were to persist or increase, they may shift risk preference and even affect a trader's ability to engage in rational choice. Et je me posais la question, quel était le taux de Jérôme Kerviel au temps de ces dommages qu'on n'ait pas conservé, parce que là, on aurait peut-être vu les pics de testostérone absolument extraordinaires. Donc, vous voyez, ça c'est d'un truc qui s'appelle Conference Peaks. Vous pouvez inviter M. John Coates à faire une conférence, ça ne nous coûtera que quelques milliers de livres sterling. Voilà. Il était chez Goldman Sachs et Moving Up to Running a Trading Desk. Et donc voilà, ça c'est ces données. Alors c'est intéressant le papier, parce que, évidemment, quand vous faites une étude sur une cohorte, vous devez définir votre cohorte. Donc, alors, ils étaient d'un trading floor, et là, vous voyez le sex bias, 260 traders, of which 4 were female. Donc, vous voyez, c'est 1%. Donc, 17 male traders. Le niveau des finances qu'ils contrôlent, c'est entre 100 000 livres sterling et 500 millions de livres sterling. Leur âge, entre 18 et 38 ans. Vous voyez qu'on peut commencer trader très jeune. Mean age, 27 ans. Mean salary, ça c'est pas assez. Salary annuel entre 12 000 livres sterling, mais ça doit être un débutant, jusqu'à 5 millions de livres sterling par an. Et la moyenne, je crois, j'avais noté ça, c'était 164 000 livres ou 264 000 livres par an. Et donc, ça, c'est les traders qui ont un haut taux de testostérone à 11 heures du matin, parce que c'est là où la bourse commence à fonctionner, et le profit qu'ils ont fait ce jour-là. D'accord? Donc, vous voyez, quand on a du low testosterone, on ne gagne rien. Par contre, quand on a du high testosterone,
on gagne beaucoup. Et autre papier de John Coates, toujours publié en 2009 dans PNAS, c'est que on peut, en mesurant simplement le taux de D4D, donc la prochaine fois que vous allez placer votre argent chez votre banquier, vous lui regardez son rapport de D4D pour savoir si vous avez des chances de gagner de l'argent ou pas. Puisque we found that 2D4D predicted the traders' long-term profitability as well as the number of years they remained in the business. Puisque apparemment, être trader, c'est quand même assez stressant, et donc tout le monde ne reste pas trader toute sa vie. Et donc, ceux qui ont un ratio 2D4D avec un 4D plus fort, apparemment, gagnent mieux, sont plus profitables, font de meilleurs investissements et restent plus longtemps. Et donc, il propose que le succès et la longévité des traders exposed to high levels of prenatal androgen further suggest that financial market may select for biological traits rather than rational expectations. Ça, le dernier truc sur les rational expectations, je suis assez d'accord. Et donc, c'est assez marrant parce que dans l'article de PNAS, vous avez à la fois une figure sur les d'un truc de bureau de traders. Vous avez le salarié moyen. Alors non, excusez-moi, c'est 285 000 livres sterling de salaire moyen, qui est à peu près 300 000 euros. Et leur profitabilité en fonction de leur ratio de D4D sur 47 traders. Je ne sais pas quoi penser de ça. Et je crois que j'ai terminé sur ce